bien bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. C'est une vraie révolution qui depuis 7 ans maintenant, depuis les lois de rénovation urbaine voulues et portées par Jean-Louis Borloo, poursuit sa route dans les quartiers, dans les cités, dans les banlieues, les grands chantiers de la rénovation. Sous l'égide de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est aujourd'hui presque 500 quartiers en cours de reconstruction. Ce sont 132 000 logements sociaux qui ont été réhabilités, ainsi que 300 000 logements. Des succès qui demeurent, vous le savez, souvent extrêmement fragiles. Le chômage comme l'insécurité, nous en parlerons, gangrènent parfois les efforts de tous et peuvent ruiner les meilleures des initiatives dont on a pu voir tout le dynamisme au cours de ces journées d'échange des acteurs de la rénovation urbaine qui se sont tenues la semaine dernière à Paris. C'est avec nos invités sur ce plateau que nous allons ouvrir ce passionnant dossier de la rénovation urbaine. Je vous présente Pierre Salnave, vous êtes le directeur général de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, vous avez été maire de Strasbourg et à ce titre, vous avez initié nombre de projets dans votre ville. C'est le cas également de vous, Patrick Braouzek, député de Seine-Saint-Denis, ancien maire de la ville de Saint-Denis. Là encore, vous allez nous faire part, bien sûr, de votre expérience. Et je vous présente enfin Dominique Braille, sénateur des Yvelines. Vous présidez actuellement, Monsieur Braille, l'Agence nationale de l'habitat et devrez nous rejoindre dans quelques minutes Maurice Leroy, le ministre de la Ville. J'ai envie de commencer par vous, Pierre Salnave. Vous œuvrez, en tout cas, l'ensemble des gens qui travaillent avec vous à l'Agence nationale de rénovation urbaine. Vous travaillez dans des endroits, j'allais dire sensibles, des quartiers, des banlieues, des cités. Est-ce que vous avez parfois l'impression de déplacer, voire de faire bouger des montagnes ? Faire bouger des montagnes, c'est clairement notre ambition. Vous savez, il y a 8 ans, quand la rénovation urbaine est née, il s'agissait de s'attaquer à des quartiers dans lesquels les conditions d'existence étaient impensables. Je veux dire, le quotidien des habitants, c'était des enfants qui faisaient leurs devoirs sous des toits qui avaient des infiltrations d'eau, avec des murs qui souhaitaient l'humidité, c'était des ascenseurs en panne, c'était des poubelles qui brûlaient dans les rues, c'était des écoles où on n'aurait pas envie de mettre ses enfants. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mener le plus grand, on a dit le chantier du siècle, mais c'est un des plus grands programmes d'investissement jamais réalisés. On a parfois du mal à se rendre compte de l'ampleur de ces projets. Le TGV, c'est une grande réussite de la France. Eh bien, le programme national de rénovation urbaine, c'est à peu près l'équivalent d'une quinzaine de lignes TGV Paris-Lyon. Donc c'est vraiment quelque chose de gigantesque. Et ça répond à un objectif bien clair. Il faut faire repartir de l'avant ces quartiers, y ramener des conditions d'existence normales. Il faut qu'il y ait des commerces en bas des immeubles. Il faut qu'il y ait des écoles où on ait envie d'envoyer ses enfants. Il faut qu'on puisse vivre dans des maisons convenables où justement les enfants vont pouvoir faire leurs devoirs dans de bonnes conditions. Ça, c'est le but. Et grâce à ça, ce qu'on espère et ce qui est en train de se passer là où la rénovation urbaine a commencé à avancer, c'est justement que les gens vont repartir de l'avant. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le pari qui était engagé et qui n'était pas évident il y a cette année est aujourd'hui partiellement réussi, partiellement relevé ? Je ne me permettrai pas de dire qu'il est gagné. Il est relevé, oui. Et le sondage que l'Institut CSA vient de publier pour nous montre une chose très importante. C'est qu'en effet, les conditions de vie dans les 100 quartiers qui ont vu la rénovation urbaine vraiment avancer, ces conditions de vie ont changé. Et quand on passe sur le terrain, on le voit aussi. On voit des habitants qui nous disent, vous savez, on n'a plus honte d'habiter ici. Avant, sur mon curriculum vitae, c'était un handicap d'écrire mon adresse. Maintenant, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, on crée des entreprises dans nos quartiers. Alors oui, c'est en train de changer et les habitants le voient. Les habitants voient que ces quartiers sont redevenus des endroits où on peut bien vivre. Et les habitants sont satisfaits. On reviendra sur certaines des conclusions de ce sondage. Fabienne Keller, je le disais, vous avez été maire de Strasbourg, vous êtes aujourd'hui sénatrice du Bas-Rhin. Vous avez initié nombre de projets sur votre commune de Strasbourg, une grande ville avec des problèmes particuliers. Ça a été pour vous, comme élu local, des missions passionnantes. Oui, ce sont des projets très compliqués puisqu'il faut coordonner les bailleurs sociaux. Oui, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Voilà, le département, la région, plein de ministères, plusieurs services de la commune. Avec le préfet qui coordonne avec maître d'œuvre. Plein de permis à obtenir, d'autorisation. Ouais. L'ANRU qui est souvent financeur, parfois un peu lourde en termes de dossiers.
Un peu technocratique parfois, l'Henri, non? Voilà, vous l'avez dit. Mais au service, en fait, de ce projet que vient de décrire M. Salnave, qui est de changer le regard sur ces quartiers, de réaménager l'espace public pour qu'il soit comme ailleurs, beau, agréable, donc on s'y retrouve, qu'on y vive, avoir des équipements publics, notamment les écoles, les équipements culturels, sportifs, comme partout ailleurs. Alors, ne soyons pas trop technocratiques, racontez-nous votre expérience strasbourgeoise. Alors à Strasbourg, il y a 4 grands quartiers de rénovation urbaine. Par exemple, celui qui est maintenant presque achevé dans sa transformation, le Neuhof, le quartier dont tellement longtemps on a parlé à cause de ces voitures brûlées le 31 décembre. Les logements y étaient en très très mauvais état, comme cela vient d'être décrit. Donc il y avait urgence. Quand j'arrive comme maire, il y a 1000 logements vacants, alors qu'en même temps, il y a plusieurs milliers de demandes de logement social. Mais ils sont dans un tellement mauvais état que plus personne n'accepte d'y habiter, préférant habiter chez quelqu'un d'autre. L'espace public est un espace de non-droit, où les trafiquants sont plutôt chez eux. Donc c'est une vraie reconquête. Donc il faut travailler sur tous les plans à la fois, parce qu'il faut redonner foi dans l'action publique, dans le respect des règles, il faut les réinstaller dans la ville. Et puis vous savez, il y a eu ces plans successifs de DSU, de politique de la ville, c'est très compliqué, qui n'ont pas donné le sentiment qu'on dessinait un avenir meilleur à la population. Donc le plan de plus, les gens ont du mal à y croire. Donc il a fallu faire beaucoup pour que la population commence à se dire, bah ouais, vraiment ça va changer, donc moi-même j'y participe, j'apporte ma pierre et on crée une autre ambiance de vie. Alors il ne s'agit pas, et vous le dites, seulement de reconstruire ou de réhabiliter des logements, mais il y a j'allais dire, tout le reste à faire et à mettre en œuvre. Ben, il y a surtout les gens qui habitent là. Alors j'ai envie de dire, c'est le minimum, leur faire des logements décents, des équipements publics aussi confortables et plutôt chouettes pour que les éducateurs travaillent dans de bonnes conditions. Mais il faut aussi ramener l'emploi, parce que les taux de chômage sont à peu près doubles du reste du territoire, parce que vous savez que les jeunes forment aujourd'hui un large bataillon des chômeurs, et dans les quartiers fragiles, ils sont encore 2 fois plus concernés. 40% des jeunes sont au chômage. Donc il est important qu'il y ait des emplois comme repères, comme possibilité de stage, qu'on croise des entreprises qui vont et viennent, qu'il y ait des commerçants qui fassent que des personnes, des mamans, se déplacent sur l'espace public, ils parlent, ils papotent, et sont autant d'adultes repères pour que les jeunes nombreux qui grandissent dans les quartiers puissent avoir des espoirs et puis des référents aussi. Voilà, alors vous étudiez actuellement ce problème des jeunes dans les quartiers difficiles, on en reparlera avec vous dans quelques instants. Patrick Barouzek, je le disais, vous avez été maire de Saint-Denis, vous êtes élu aujourd'hui député du département de Seine-Saint-Denis. Est-ce que les entreprises de rénovation urbaine dans votre département, qui ont été nombreuses, commencent à changer cette image de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui? Alors, je voudrais pas parler pour le département, d'abord parce que je ne fais que présider une communauté d'agglomération qui aujourd'hui est constituée de 8 communes et pour lesquelles les projets en rue parlent beaucoup, parce qu'on a 24 projets en rue qui concernent le tiers de la population de la communauté d'agglomération. C'est 1,6 milliard d'investissement. Donc c'est des sommes considérables, on n'a pas encore parlé d'argent. Mais alors les effets, oui, les effets sont, pour nous sont effectivement tangibles. Mais je le disais lors du débat tout à l'heure, il y a aussi à regarder la façon dont on va sortir de ces projets en rue. D'abord, le projet en rue 2, sur lequel on est particulièrement attaché, et puis sur les politiques de droit commun. Comment on va continuer à travailler pour que dans la gestion, dans la maintenance, dans les travaux qui seront nécessaires, on ne fasse pas en sorte qu'on rebascule dans des quartiers qui vont petit à petit se dégrader. Et pour ce faire, il faudra aussi travailler sur la question de l'humain, des hommes et des femmes qui habitent dans ces quartiers, et de réussir à faire en sorte qu'il y ait un lien très très étroit, et je rejoins ce que disait Fabienne Keller, un lien très étroit entre ces quartiers et le développement économique. Nous, on a la chance d'être sur un territoire qui est en plein boom économique, mais on voit bien qu'il y a encore beaucoup d'écart entre ces entreprises qui arrivent sur notre territoire et le niveau, par exemple, de qualification ou de formation des jeunes et des moins jeunes qui y vivent. Il va falloir donc que l'on adapte, qu'on articule ces formations, qu'on fasse en sorte que des jeunes qui n'ont pas forcément les qualifications puissent quand même bénéficier notamment d'emplois indirects, parce que quand une entreprise arrive, c'est aussi des emplois de maintenance, des emplois de surveillance, des emplois de restauration, des emplois de nettoyage, etc. Donc on a aujourd'hui un vrai travail pour faire en sorte que au-delà du travail qui est fait à l'intérieur de ces projets en rue,
on remette ces projets au centre de la ville. C'est pour ça que je pense qu'il faut sans doute arrêter de parler de réparation par rapport à ces projets, mais qu'on les mette vraiment au cœur des projets de ville et que petit à petit, ils rentrent effectivement dans l'image, dans l'identité de la commune ou de la communauté d'agglo. Que les quartiers se fondent dans, j'allais dire, l'identité de la commune. Vous savez, la meilleure façon d'être dans un quartier qui devient un quartier normal ou banal ou traditionnel ou classique, c'est qu'on ne parle pas en mal de son quartier, qu'on en parle plutôt en bien et que finalement, petit à petit, ils se fondent effectivement dans une identité plus large que le quartier, parce que bien souvent, quand on parle d'un quartier et quand on identifie un quartier, c'est souvent pour en dire plus de mal d'ailleurs que la réalité, bien souvent, parce que la réalité est beaucoup plus complexe. En tout cas, je retiens que l'une des choses qui, j'allais dire, vous inquiète, c'est, si je peux me permettre, le service après-vente. Une fois que les projets sont réalisés, bien, il faut les faire vivre. C'est les politiques de droit commun, c'est quelles politiques de logement. On a aujourd'hui dans ces quartiers, des fois, 4 générations sous un même toit. Donc, comment on crée les conditions des cohabitations, il faut construire du logement diversifié, du logement social en particulier, mais aussi les politiques de développement économique, les politiques de formation, l'école, qui joue un rôle essentiel dans ces quartiers-là. Dominique Braille, vous partagez cette analyse de Patrick Barouzek? Oui, je la partage. Bon, j'ai oublié de vous préciser effectivement que j'étais aussi président de la communauté d'agglomération de Menton-Yvelines, dans lequel il y a Mantes-la-Jolie et il y a le Val-Fouré, qui a été la plus grande ZUP de France et qui a été la première d'ailleurs à lancer ces politiques-là. Bon, à cause malheureusement des événements de banlieue qu'on a connus en 91, où Marie-Christine Bellet, une policière, était décédée avec 2 jeunes et qui avait fait la une et sur lequel on s'est complètement accroché pour essayer de résoudre ces problèmes. Et je dirais que nous, l'ANRU a été un magnifique accélérateur. Ça n'a pas été le déclencheur, puisque Pierre Salnave le sait, nous avions déjà mis en place, à travers les GPV, un grand projet de ville, et nous avions fait en sorte que l'ensemble des partenaires, que ce soit l'Europe, l'État, la région, le département, etc., et qui avaient leur manière d'agir au niveau de notre territoire, nous puissions y apporter cette souplesse de façon à ce qu'avec l'action des collectivités, la communauté d'agglomération et les villes, on puisse, avoir un projet global de territoire sous ces quartiers. Et c'est ça qui a été, je crois, la grande nouveauté. Alors, d'un point de vue pratique, nous aussi, le succès, il est dû au fait que l'agglomération s'est saisie à fond de ce problème de rénovation urbaine. Ça n'a pas été l'affaire de la ville-centre, même si elle représentait à l'époque plus de 50% de la population, c'est l'agglomération qui n'en s'est saisie. Donc, et je vous donne un chiffre qui va vous expliquer ça, c'est que sur la démolition des logements, nous avons eu 1005 démolitions de logements sur le quartier du Val-Fouré. 4%, c'est-à-dire 45 logements seulement, ont été reconstruits sur le quartier même. Le reste a été entièrement reconstruit, soit dans le centre-ville, soit dans l'agglomération. Alors, ce que je voudrais dire, c'est pour le PRE2, le PRE2 qui fait l'objet, effectivement, de toute l'attention des élus locaux, c'est que, premièrement, nous, le quartier du Val-Fouré a été divisé à l'époque en 10 sous-quartiers, parce qu'on ne pouvait pas tout faire compte tenu de l'importance. 4 sous-quartiers restent à traiter. Vous imaginez bien que les gens qui n'ont pas eu le droit à ce traitement, on leur a fait comprendre qu'étant les derniers, ils seraient naturellement les mieux servis. On sait bien que les derniers seront les premiers demain. Donc on leur a dit. Bon, j'espère naturellement, et je me tourne vers ça pour que ça sera le cas. On constate bien que les attentes des populations sont très importantes. Excessivement fortes. Mais je voudrais dire que la seule façon, à mon avis, de réussir maintenant, parce qu'il ne faut absolument pas opposer l'urbain et l'humain. Si on a fait de l'urbain, c'est parce que les conditions de vie étaient complètement, effectivement, anormales pour ces populations. Et le but, c'était de retrouver un fonctionnement normal de ces quartiers qui n'était plus normal. Restaurer l'attractivité résidentielle et économique. Voilà. Et ça, il fallait naturellement transformer les quartiers. On ne réussira notre coup, naturellement, comme le dit Patrick Barouzek, en ramenant de l'économique. Mais n'oublions pas que ces populations, actuellement, ne sont pas à même, de pouvoir occuper les emplois que l'on a et que l'on crée sur les façons. Ils ne sont pas à même. Pour nous, le taux de chômage dans ces quartiers, qu'il y ait, la crise ou pas la crise, il reste d'une stabilité consternante. Et si on ne met pas le paquet maintenant sur la formation, et la formation dès le départ, la formation pour pouvoir occuper ces emplois, c'est important. Une dernière chose, je dirais qu'une grande chose qui me préoccupe sur le quartier, par exemple mon quartier, c'est qu'actuellement le décrochage des élèves de 15 ans est supérieur à ce qu'il était autrefois.
Malgré les efforts de rénovation. Malgré les efforts. etc. Donc si on ne fait pas quelque chose là-dessus, je veux dire, eh ben, nous ne gagnerons pas. Patrick Braouzek, puis Fabienne Keller. Oui, juste un tout petit bémol par rapport à ce que vient de dire Dominique, parce que il existe aussi des jeunes qualifiés dans ces quartiers. Et la question de la discrimination, parce que Pierre le disait tout à l'instant, on a changé l'image, on a des fois changé des adresses pour éviter de stigmatiser, mais les entreprises ne jouent pas forcément le jeu. Et on a tout un travail, enfin c'est le travail que l'on mène nous sur le territoire de Plaine Commune, on a tout un travail pour que ces entreprises se tournent vers le territoire. Et on a des jeunes aujourd'hui qualifiés, des bac+5, des bac+7, qui ne trouvent pas d'emploi et pour lesquels qui vivent ça comme une discrimination supplémentaire. Parce que finalement, ils se sont battus pour réussir à l'école et des fois, c'était pas simple pour eux parce qu'il y avait un véritable défi. Et puis ces jeunes-là se retrouvent aujourd'hui sans emploi. Et puis simplement, la deuxième chose, c'est que je crois qu'on est vraiment à un tournant, parce que je suis d'accord avec Dominique, il ne faut pas opposer l'urbain et l'humain, ou le dur et le mou, comme on dit des fois. Et on a besoin de continuité. C'est-à-dire que là où on n'a pas terminé, ce que tu évoquais par rapport à tes sous-quartiers, il faut l'achever. Et nous, on est aussi à mi-chemin, un peu plus qu'à mi-chemin, sur les projets de Plaine Commune. Donc il faut achever le travail qui a été commencé. Mais il faut aussi faire en sorte que l'humain soit de nouveau de plus en plus au centre. Parce qu'on sait très bien que toutes ces rénovations urbaines, elles tiendront qu'à partir du moment où les populations se les approprieront. À partir du moment où ça deviendra la leur et où elles seront fières, elles pourront effectivement, y compris pérenniser le travail qui a été entrepris, parce que leur propre façon de vivre modifiera aussi un certain nombre de comportements au sein de la cité. Fabienne Keller. Oui, moi je voudrais témoigner des formidables énergies qu'il y a dans les quartiers. Et se former, pour un jeune, comme vient de le décrire Patrick Braouzek, c'est pas facile. Ça nécessite pour lui de surmonter des handicaps supplémentaires par rapport à d'autres qui grandissent dans des établissements, dans des quartiers plus faciles. Donc c'est un vrai combat. Et je crois qu'il faut essayer de changer la manière de regarder les jeunes des quartiers, peut-être pas seulement de les voir à travers des événements violents, mais au contraire trouver chez eux cette formidable capacité à construire leur avenir. Simplement, il faut les aider à le construire de manière positive. Alors même que si on ne fait rien, les valeurs présentes dans les quartiers peuvent être des valeurs très négatives. C'est la question de la présence des adultes. Nombreux, aujourd'hui, ils sont trop absents de l'espace public. Si vous n'avez pas de commerce, vous n'avez pas de gens qui se baladent sur la place principale dans le quartier. Si vous n'avez pas d'entreprise, vous n'avez pas au quotidien des connaissances des rythmes de vie d'une entreprise. Et ça, c'est très important pour les mobiliser, pour entrer dans des formations professionnelles. Donc moi, j'ai envie de dire, les quartiers sont pleins de talents. Et on a vraiment tort, on risquerait de passer à côté d'une énergie très utile pour la France de demain. Mais ça suppose, comme M. Salmnav, je crois, l'a dit tout à l'heure, que ces quartiers, ils rentrent dans la ville. Ça fait pleinement partie de la ville dans sa diversité et ils ont toute leur place. Je salue l'arrivée de Maurice Leroy, ministre de la Ville. Merci de nous avoir rejoints, Monsieur le ministre. Avant de vous passer la parole, je voudrais, Fabienne Keller, que vous réagissiez aux propos de Dominique Braille, qui disait que aujourd'hui, la priorité, c'est de mettre le paquet sur l'éducation des jeunes. Clairement, c'est un des sujets majeurs. Mais pour avoir un petit peu tourné en France dans différents quartiers sensibles, je voudrais témoigner du formidable engagement. Je pense au collège, je pense aux écoles, mais au collège en particulier, l'adolescence, ce n'est pas un moment simple. Il y a des sociologues qui disent que c'est le moment de la déferlante hormonale. Donc c'est un moment très délicat. Et il est particulièrement important d'accompagner les jeunes, et les éducateurs de nos établissements scolaires le font. Ils les ont 30 heures par semaine dans leur établissement. J'ai plutôt envie de dire que l'essentiel est à faire plutôt dans le reste de la société, que les services publics soient présents, que des acteurs leur proposent des activités sportives, culturelles, que les familles puissent être acteurs, qu'on les accompagne évidemment, parce que quand on est plus fragile, on a plus de mal à participer à l'éducation, à la vie collective. Que l'espace public, mais ça l'ANRU continuera à investir, j'espère, que l'espace public soit beau. Moi, je voudrais témoigner au Neuf. Il y avait un endroit qui s'appelait ce quartier de Strasbourg, qui s'appelait l'Autogrill. Ouais. C'était une place, un immeuble dont les premiers étages étaient désertés. Ça voulait dire et les ce que ça voulait jeunes dire, oui. balançaient une voiture avant de l'allumer. Il ne peut rien se passer de bon sur cette place, tant que c'est ce type d'acte qui domine l'ambiance. La transformer pour qu'elle soit accueillante aux familles. Mettre aussi, parce qu'à un moment donné, il a été nécessaire de mettre des éducateurs
pour garder les trafiquants loin de là, mettre de la vidéosurveillance aussi, pour que la normalité soit à nouveau à l'œuvre et que les jeunes qui grandissent là voient de belles choses. Donc, priorité à l'éducation, mais aussi à la vie sociale, pour que les jeunes et les familles Nous allons y revenir, vivent dans un bon Fabienne cadre. Keller. Maurice Leroy, merci encore d'être avec nous. La rénovation des villes, les travaux formidables qui se font dans les quartiers et dans les cités, est-ce que ce n'est pas finalement l'une des conditions majeures de ce qu'on appelle la cohésion sociale? On parlait de l'humain tout à l'heure. Oui, bien sûr. Le micro marche, c'est bon? Ça marche, allez-y. Bon. Parlez bien dans le micro. Oui, je disais, d'abord, je voudrais revenir un instant sur ce que disait Dominique Braille et Fabienne Keller au Sénat a fait un rapport remarquable sur le sujet dont j'ai pris connaissance. On a travaillé ensemble sur le sujet à un moment donné. Bien sûr que l'éducation, c'est majeur. Dominique Braille a 1000 fois raison parce que on sent tout part inquiet quand même sur. Tout part de l'éducation. Mais voilà pourquoi dans la politique de la ville, nous travaillons avec Luc Châtel à avoir des programmes de réussite éducative et c'est très important pour la cohésion sociale. Nous développons, et c'est une volonté de Nicolas Sarkozy, de faire en sorte qu'on ait des internats d'excellence et il faut là aussi qu'on mette le paquet. Vous savez, ce qui m'a frappé dans l'étude qui a été présentée tout à l'heure, et c'est bon signe, Fabienne disait que le quartier pénètre la ville, oui. Regardez, c'est intéressant ce sondage, cette enquête d'opinion. On interroge les gens et ce qui est incroyable et qui fait du bien à notre morale à tous, c'est que les habitants de la ville répondent à chaque question plus favorablement que les habitants du quartier eux-mêmes. Vous vous rendez compte comment ça a changé la vision? Et deuxième aspect très positif, souvent on dit mais est-ce que les politiques peuvent changer la vie? Est-ce que les politiques peuvent modifier le cours des choses? Et vous avez vu qu'à plus de 80%, les Français de ces villes et de ces quartiers populaires répondent oui, ça a considérablement modifié mes conditions de vie. Oui, l'action publique fonctionne. Donc, l'Agence nationale de rénovation urbaine que préside notre ami Gérard Hamel et que dirige Pierre Salnave, eh ben, elle est la démonstration qu'effectivement, on a pu changer les choses. Et ce n'est pas que des affaires de gros sous, de moyens financiers. Bien sûr que c'est important. Ça demande vraiment de grands crédits. Des sommes mais c'est aussi, des milliards d'euros, oui. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi, oui, c'est 12 milliards d'euros qui vont générer, c'est de ça qu'on parle, c'est 12 milliards d'euros qui vont générer au final, à la fin, 43 milliards d'euros. C'est énorme. D'abord, ce sont aussi des emplois. Hein. N'oublions pas que ce sont des entreprises, notamment du bâtiment, mais aussi des travaux publics. Et donc, c'est très important pour l'emploi en France, en plus de rénover ces quartiers. Mais donc, ce qui est important, c'est que les gens considèrent effectivement, nos compatriotes considèrent qu'effectivement, leur quartier s'est amélioré, mais du coup, leur ville, ça change et l'image du quartier et l'image de la ville. Je crois que c'est effectivement très positif. Et là, il faut saluer l'action de Jean-Louis Borloo, qui a été remarquable en 2003 parce que d'avoir eu ce génie créatif, d'apporter de l'ingénierie. On le dit avec tous les maires. Regardez, sur le plateau, il y avait des maires de toute sensibilité. Tout à l'heure, nous avions notre ami Patrick Braouzek qui était là. On n'est pas de la même sensibilité. Quand on parle de rénovation urbaine, on ne parle pas de politique. Hein. On parle de politique comme je l'aime. On parle de politique comme je l'aime, c'est-à-dire faire changer la vie des gens. Et ça, c'est majeur. Et je vais vous dire une dernière chose. J'étais ce matin, pour illustrer cette journée d'échange de la rénovation urbaine, à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, où j'ai travaillé il y a 20 ans avec mon ami l'architecte Roland Castro. Bon, extraordinaire. D'abord, j'étais très ému. Et Roland Castro était aussi ému que moi de voir les changements incroyables produits à Villeneuve-la-Garenne. Bon, c'est formidable de voir comment la vie des gens... Mais il fallait entendre ces locataires, ces concitoyens de Villeneuve-la-Garenne qui disaient comment leur quartier, l'image avait changé. Je veux dire une chose, le temps du projet n'est pas le temps médiatique. Ça dépasse les échéances électorales, ça dépasse les clivages. Et ça, c'est très important à dire.
Et on doit rendre hommage à tous les acteurs qui Et je vois étaient les élus dans, autour de dans, vous dans- qui acquiescent, dans hein, notre quand même, salle hein. de la porte. Bien sûr, il faut rendre hommage à tous ces acteurs de terrain, les maires, les équipes municipales, les chefs de projet, tous les travailleurs sociaux, le tissu associatif qui fait Maurice un travail Leroy. formidable sur le C'est terrain. Fabienne Keller qui pointait peut-être cette difficulté, et c'est l'un de vos soucis, Monsieur le ministre, ce problème du partenariat. Énormément d'acteurs publics, y compris privés, n'est-ce pas, qui doivent se mettre ensemble, qui doivent payer ensemble, qui doivent agir ensemble. Et parfois, ce n'est pas si simple que ça. Oui, Ça dépend des villes, ça dépend des quartiers aussi. Non, mais Pierre Salna, vous le direz, avec beaucoup de talent et de compétences professionnelles, c'est du cousu humain. C'est pas la même chose suivant que vous intervenez chez Francis Vercamer à M ou chez Christian Estrosi à Nice, ou suivant que vous intervenez à Valenciennes, ou suivant que vous intervenez en Seine-Saint-Denis. Ouais. On avait le préfet Lambert avec nous tout à l'heure. Bon, voilà, c'est du cousu humain. Et il faut se réjouir de ce partenariat. Je crois aussi ce qui est important, ce sont les projets urbains. Voilà. Nous sommes passés, et tant mieux en France, d'une logique de guichet à une logique de projet. Et voilà aussi qui est la condition de la réussite pour la politique de la ville. Dominique Braille, une logique de projet. Oui, mais de toute façon, un projet, je vous ai dit dès le premier moment de mon intervention, c'est qu'au départ et avant l'ANRU, manifestement, il n'y avait pas cette dynamique de projet. Et ce qu'on avait eu comme idée, c'est justement d'en faire un projet global de territoire, et ce qui avait fait que nous étions un petit peu en avance sur ce problème-là. Donc la seule chose que nous pouvons dire, c'est que l'ANRU actuellement est une immense réussite. Mais immense réussite d'un travail qui, manifestement, n'est pas fini. Donc vous estimez, je veux dire, l'espoir des gens qui, pour une fois, ont vu que les politiques pouvaient agir sur leur quotidien, agir sur des éléments dont ils estimaient que ça n'était plus possible. On a vu ça dans le film qui nous a été proposé en disant nous sommes les déchets de la société et plus personne ne s'intéresse à nous. Ben si nous nous intéressons à eux, nous avons fait un grand pas, et c'est ce qui explique, je pense aussi, que les habitants des quartiers sont un peu moins, je veux dire, satisfaits, bien qu'ils le soient en très large majorité, que les habitants des villes eux-mêmes. C'est parce qu'ils nous disent maintenant, c'est pas fini, il faut continuer, on a une attente et tout n'est pas terminé. Voilà, et c'est dans cet esprit-là que je dis, moi, et que je disais cette histoire sur l'éducation, parce que je vois, nous avons les talents des cités sont, je veux dire, managés par un jeune qui est du Val-Fouré, donc qui a écrit on monte l'ascenseur, l'escalier, je prends l'escalier, l'ascenseur est en panne. Donc voilà, donc on connaît bien ça. Mais le problème, ne nous réfugions pas, et il faut faire émerger ces talents. C'est un scandale d'ailleurs, comme l'a rappelé Fabienne Keller, que ces jeunes des cités qui sont diplômés ne trouvent pas de travail, parce que c'est un contre-exemple majeur pour les autres, quand on leur dit mais faites des études, la formation, il n'y a que ça. S'ils ont leur grand frère qui naturellement pousse les murs, comme les disent eux-mêmes, et, je veux dire, alors qu'il a des diplômes, ça ne peut pas marcher. Donc là, et la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines valdoises avait fait un travail formidable, puisque la quasi-totalité des jeunes des diplômés qui se tournaient vers les élus trouvaient un emploi. Voilà, c'est des expériences comme ça qu'il faut faire, mais manifestement, ces talents, ce n'est pas la totalité des jeunes. Il faut maintenant se pencher vers les autres, qui ont moins de chance, qui ont moins de réussite, pour pouvoir faire, mais qui sont le plus grand nombre quantitativement. Ce que dit Dominique Braille est très important, je crois qu'on le partage tous ici et dans l'assistance aussi de ces journées d'échange de la rénovation urbaine. Je pense qu'en gros, on a mis le paquet, toute l'ingénierie sur, on va dire, le volet urbain de la politique de la ville. Je crois que maintenant, il faut vraiment qu'on conjugue bien tout le volet humain. Voilà. Et c'est l'emploi, et j'y travaille avec Xavier Bertrand. Évidemment, le Premier ministre François Fillon a annoncé un certain nombre de mesures très importantes au Conseil interministériel des villes du 18 février. Et pour revenir sur la question, si on travaille un acte 2 du plan national de rénovation urbaine, c'est bien parce que le 1 a été une réussite et vécu comme un succès. Et regardez, quand vous êtes dans un quartier, votre quartier s'est considérablement modifié, transformé. Et embelli. Formidable. Et bien sûr. Oui. Et du coup, vous avez l'insatisfaction du quartier voisin ou d'à côté dégradé qui dit « et moi, quand est-ce que ça vient ?» Donc voilà pourquoi nous y travaillons
avec Pierre Salnave et Gérard Pierre Salnave, Hamel et justement, toutes les équipes de quelle l'ANRU. responsabilité pour ne pas décevoir à l'ANRU. En effet. Mais j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe extrêmement motivée. Puis vous savez, c'est 7000 personnes sur le terrain qui font la rénovation urbaine tous les jours. Et c'est dur. C'est vraiment dur tous les jours. C'est aussi pour ça que des journées comme aujourd'hui, c'est important. Parce qu'on se retrouve tous ensemble pour voir que les efforts, ces efforts très difficiles tous les jours, sont couronnés de certains succès. C'est pas rose partout, mais ça va marcher si on continue. En tout cas, il y a énormément de monde au Palais des Congrès, ici, Porte-Maillot, beaucoup d'enthousiasme. C'est un petit peu cette dynamique que vous évoquiez tout à l'heure, Fabienne Keller. Oui, elle est formidable, mais il faut qu'elle continue. Je vais être un petit peu moins optimiste. Les rénovations urbaines ont un effet de déplacement des populations. Et quand sur un territoire tout n'est pas rénové, la fragilité se regroupe dans les endroits les moins attractifs. Et donc, si on veut vraiment aller à l'envers de cette spirale infernale, qui fait que la pauvreté va à la pauvreté, et que sur 30 ou 40 ans, nos quartiers n'ont pas cessé de concentrer plus des gens ayant des difficultés plus grandes. Donc, si on veut enfin construire ensemble cette mixité, il faut continuer l'effort pour qu'il n'y ait pas de poche. Dans les poches, il y a les quartiers pas encore rénovés, et aussi ces domaines tellement compliqués qui sont les copropriétés pauvres. Quand on est dans un bâtiment HLM, on décide avec la société d'HLM de rénover, on met en place un suivi social et on le fait. Ça met plusieurs années, c'est compliqué, mais on le fait. Quand ce sont des propriétaires individuels, parfois même des marchands de sommeil, c'est plus difficile, ça nécessite de la ténacité, peut-être même un outil législatif le moment venu, parce qu'on ne peut pas accepter que des poches de pauvreté, à la limite, soient encore plus regroupés, plus fragiles demain qu'aujourd'hui, parce que le reste aura été embelli. Donc continuons pour aller vraiment vers cet espoir et cet objectif que nous partageons tous, qui est la banalisation, la normalisation des quartiers. Oui, ce dossier des copropriétaires pauvres. Nous étions la semaine dernière à Mantes-la-Jolie, à Menton-Yvelines, effectivement, sur notre communauté d'agglomération, avec le président de l'ANA, le directeur général, le préfet, tout le monde, et nous venions constater ce qu'il en était. La réussite, je veux dire, de cette action est magnifique, mais il n'en reste pas moins que n'ayant pas agi sur les copropriétés dégradées, demain, je veux dire, ces copropriétés apparaissent déjà comme des verrues. C'est-à-dire que les logements complètement rénovés du logement social, je veux dire, font apparaître les copropriétés comme étant les parents pauvres maintenant des quartiers. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le ministre m'a envoyé une lettre de mission en tant que président de l'ANA pour lui rendre un rapport avant la fin de l'année sur ce problème des copropriétés où, je vous le dis tout de suite, et je l'ai dit à Pierre Salnave, tout a pratiquement été fait, mais où il faut naturellement récupérer, mettre en ordre tout le travail qui a été fait par l'ANRU notamment, qui a fait un travail considérable là-dessus. On va voir ça, puis voir comment, après, quels sont les freins, quels sont les blocages, comment pouvoir les lever. Ça demandera sûrement deux ou trois mesures législatives, mais je veux dire, il va falloir d'abord mettre en place une méthodologie claire, je veux dire, et réaliste pour pouvoir relever ce défi, puisqu'elles ne sont pas toutes naturellement au même niveau. Avec Benoît Apparu, nous attendons bien sûr avec beaucoup d'impatience le rapport de Dominique Braille, mais là pour le coup, ne créons pas d'illusions. Je le dis très clairement à Fabienne Keller et à Dominique Braille, nous savons quelle est la difficulté du droit des copropriétés, c'est le droit de propriété. Or, je vous rappelle, chers amis, que le droit de propriété, dans notre Constitution, c'est un droit non seulement inviolable, mais sacré. Donc, vraisemblablement, on touche là, y compris au droit constitutionnel. Nous l'avons évoqué avec François Fillon, le Premier ministre, au comité interministériel des villes. Benoît Apparu, il travaille vraiment de son côté. Sans doute qu'on ne coupera pas à un moment donné, pas seulement une modification législative, mais pour pouvoir exproprier, parce que c'est ça le problème. On avait déjà certains outils dans la loi de 2009, que connaît bien Dominique Braille et pour cause, mais sans doute qu'il faudra aller plus loin dans ce problème des copropriétés dégradées. C'est de cela que l'on parle. On parle des copropriétés dégradées. Oui, oui, en dépit de ces difficultés juridiques que vous évoquez, on peut envisager une adaptation législative quand même sur cette question. Mais je suis sceptique parce que si on veut être sérieux sur l'affaire, si on trouve des véhicules législatifs, je serai le premier à m'en réjouir. Oui. Et mon collègue et ami Benoît Apparu aussi. Mais je crains qu'au final,
dans les problèmes que l'on a sur le terrain, on soit confronté à l'incapacité d'exproprier véritablement, parce qu'on touche au droit de propriété. Oui, Voilà. un mot de Dominique Je Braque. suis tout à fait d'accord naturellement avec Maurice Leroy. Le droit de copropriété est quelque chose qui est gravé dans le marbre, je veux dire, dans l'histoire française, donc il n'est pas directement d'y revenir. Moyennant quoi, j'appellerais Maurice Leroy pour lui dire raison de plus pour faire en sorte que des propriétaires indélicats ne deviennent pas, je veux dire, propriétaires dans ces copropriétés. Tout le problème que nous avions mis en place de dispositifs coordonnés d'intervention foncière en relation avec la ville où toutes les ventes étaient soumises, etc. Et nous faisions des préemptions. Et nous portions, chaque fois qu'un marchand de sommeil se portait, etc., acquéreur, c'est la collectivité qui s'est prise. Donc pas de propriétaire. Et dernière chose, n'oublions pas que les copropriétés, ce n'est pas qu'une question de travaux, c'est aussi une question de gouvernance au niveau de la copropriété qu'il faut souvent résoudre. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut 2 ou 3 petites modifications. C'est les problèmes de majorité pour que 2 ou 3 personnes ne puissent pas bloquer l'ensemble du système. Dominique Braque, je vous propose de faire une petite pause sur ce plateau. On va aller chez vous au Val-Fouret pour voir un petit peu ce qui s'est passé avec beaucoup d'argent qui à l'époque avait été investi. J'ai le chiffre de 420 millions d'euros. C'est considérable pour un secteur comme celui-ci. 431 millions d'euros même, et dont 107 millions d'euros, je veux dire, de l'ANRU, 221 millions des bailleurs, je veux dire, 30 millions de la communauté d'agglomération, et puis le département, la région aussi intervenant, et les 2 villes. Ah ben on regarde le résultat, en tout cas une toute petite partie du résultat, regardez. Bonjour. En plein cœur de la cité balnéaire du Val-Fouret. On est loin du cliché habituel du Val-Fouret, non? Complètement. Eh ben, cher directeur, Suivez-moi. la réaction la première fois qu'on vous a éventuellement soufflé l'idée d'ouvrir un hôtel au Val-Fouret, de l'angoisse, Non, pari ambitieux, je dirais plutôt. paraît ambitieux, Oui, mais pas insurmontable. non. J'y habite. Ah carrément, donc vous habitez au Val-Fouret. maintenant. J'habite au Val-Fouret. Fier d'être du quartier. Un petit nouveau, mais fier. Vous avez embauché des habitants du quartier? Oui. Ouais. 5 femmes de chambre et une réceptionniste. Et aujourd'hui, l'hôtel est ouvert depuis combien de temps maintenant? Une année. Une année. Et les résultats sont satisfaisants ou pas? Très satisfaisant, on est même au-delà des attentes. Ouais. On était parti sur un remplissage à 50% et on est à plus de 70%, ce qui est très très bien pour une première année d'ouverture. Ah ben, bravo. Merci. Bienvenue au Val-Fouret. Merci beaucoup. À bientôt. T'as grandi ici? Moi j'ai grandi ici, ouais. Ouais. Je suis né ici au T'es Val-Fouret. né ici, t'es né au Moi Val-Fouret? je suis né au Val-Fouret, j'ai grandi au Val-Fouret. Ouais. Dans les années 90, on a connu des années assez difficiles. Ouais. Et c'est vrai que depuis les années 2000, fin 90, c'est vrai que ça nous a fait plaisir que le Val-Fouret change, que les sociétés viennent s'installer, qu'il y ait des commerces, que le quartier bouge, quoi. Alors, parle-moi un peu de greenwash, c'est quoi? J'ai l'impression que c'est de l'écolo-business, Ouais. c'est ça? Greenwash Hunter, exactement, c'est en fait on lave les voitures sans eau. Ouais. Bon, sans eau, bien sûr, on utilise un liquide pour laver les véhicules. C'est un produit éco-technologique. On parle que d'écologie, il faut faire attention à la terre, sinon elle va exploser, ceci, cela. Et donc voilà, c'est ce qui nous a poussé un peu à rentrer dans le greenwash. Comment c'est perçu un écolo-business au milieu d'un quartier comme le Val-Fouret? Bah, C'est deux mots qui riment pas vraiment, Val-Fouret et écolo-business. ça, c'est pour les gens que ça rime pas, mais les gens du Val-Fouret, ils sont informés comme les gens de partout. D'ailleurs, on a la télé, on a la TNT aussi, on a tout ce qu'il faut. Vous savez la tête. On a la TNT, la TNT vient au Val-Fouret. Ouais. Je pense que le quartier ne nous a pas attendus pour revivre. Ouais. Il y a des associations, il y a des gens, des particuliers qui font que le quartier revit depuis des années. Hein. C'est important la voiture au Val-Fouret? Bah, comme un peu partout, mais au Val-Fouret plus parce qu'on n'a pas le métro ici. Ouais. Je crois que c'est en projet. Vous seriez quoi, la 47e station? Ouais, exactement, ouais. Le Grand Paris, soi-disant. Le très grand Paris. Le très Grand Paris, ouais. Voilà le Val-Fouret, le nouveau Val-Fouret. Ça fait plaisir de voir des images comme ça et des sourires pour une opération qui a été certainement très difficile, très compliquée à monter, Pierre Salnave. Oui, vous savez, la rénovation urbaine, c'est toujours très difficile. Comme l'a dit Monsieur le Ministre tout à l'heure, c'est à chaque fois un projet particulier, du coup humain. C'est un projet qui ne peut réussir que s'il est complètement porté par la volonté politique locale et si finalement les habitants sont en plein dedans. Là, c'est ce qui a marché.
Alors il y a tous les ingrédients au Val-Fouré. Monsieur Braille vous l'a pas dit tout à l'heure, mais il a fait une piscine au Val-Fouré qui fait que le quartier non seulement revit et retrouve une place normale dans l'agglomération, mais à tel point qu'il rend un service à l'agglomération. Les gens viennent de partout ailleurs dans l'agglomération à cette piscine. 430 millions d'euros d'investissement, c'est 10 millions d'heures de travail. Ça veut dire du travail pour les habitants des quartiers. Et tout le programme d'insertion que nous conduisons avec 5% des heures travaillées. Vous avez l'obligation d'employer des gens des territoires pour ces rénovations. Dans tout chantier de rénovation urbaine, au moins 5% des heures sont réalisées. Ça, c'est un minimum. C'est un minimum, absolument. Et comme ça marche, ça c'est quand même un signal vachement fort, comme ça marche, eh bien, il y a de plus en plus d'endroits où on fait mieux et où ces clauses se généralisent au-delà de la rénovation urbaine. 5% des heures travaillées sont réalisées par des gens qui étaient complètement exclus du marché du travail. Je vous donne juste un chiffre. Depuis que l'ANRU a été créée, à travers ces clauses, nous avons fait passer 30 000 personnes qui sont donc sur le chemin d'un emploi durable. Elles ont appris un métier et elles sont sur le chemin, voire déjà dans un emploi durable, alors qu'elles en étaient totalement exclues. Ça, c'est très fort. Fabienne Keller, vous l'avez constaté, ça? Ah oui, c'est un nouvel espoir, c'est des chantiers dans le quartier. Alors, je voudrais dire quelque part que le monde a changé. Parce qu'au moment des premiers projets en rue, on n'y croyait pas trop. Et l'échec des programmes précédents avait pesé un peu comme un couvercle. Là, on voit maintenant des quartiers jolis. Donc, c'est facile de faire visiter aux populations des quartiers encore à transformer ceux qui ont déjà bénéficié d'un embellissement. Et donc, cet espoir, il se nourrit de ce qui est déjà réalisé. À l'instant, il citait un bel équipement public, une piscine. Je voudrais citer par exemple au Neuhof, le quartier de Strasbourg. On a apporté le dépôt bus et tram à l'occasion de l'extension du tramway. Et un dépôt, c'est formidable parce que c'est vivant de 5h du matin jusqu'à 1h du matin. Donc ça fait des gens qui vont et viennent. Puis il y a des mécaniciens, des chauffeurs, il y a une cantine, donc il y a des fournisseurs. Ça, c'est la vie qui revient dans le quartier et un service qui est rendu non pas seulement localement, mais plus globalement. Et ce point-là me semble très important parce qu'en fait, les quartiers sensibles, il n'y a pas tellement de motifs d'y aller. Ce qui fait que l'image qu'on a, c'est surtout les médias, les problèmes d'insécurité. Alors que si on y va, on se rend compte qu'il y a des habitants, qu'il y a des services, qu'il y a des gens qui y travaillent. Et ainsi, ils sont banalisés, ils sont de nouveau normaux. Dominique Braille. Oui, pour le Val-Fouré, ce que présentait Pierre Salnave, pour le Val-Fouré, l'ANRU, c'est 74 000 heures de travail données à 117 jeunes du quartier. 117 jeunes. Sans qualification, il l'a bien précisé. Oui, sans aucune qualification, et comme l'a rappelé Pierre Salnave, qui n'aurait pas eu de travail autrement. Dont 70% ont un travail maintenant à plus d'1 an. Voilà, et je peux vous dire que ça, dans les quartiers, dans l'ambiance du quartier, ça perfuse très vite, ça se dit très vite, à tel point que toutes les collectivités locales de notre communauté d'agglomération, je veux dire, ont mis cette charge d'insertion dans toute la commande publique. Ces obligations il n'y a d'embaucher. aucune commune et la communauté d'agglomération qui ne met pas dans la commande publique de ses travaux cette charte d'insertion. Alors, madame, monsieur, je ne voudrais pas qu'on ait une vision quand même trop idyllique des choses. Je voudrais revenir sur 2 événements récents. L'un à Corbeil-Essonnes, il y a une quinzaine de jours. L'autre encore plus récent à Sevran, toujours en région parisienne, avec de très graves problèmes d'insécurité dont pâtissent les familles, dont pâtissent les jeunes, dont la vie devient parfois impossible. Est-ce que la rénovation urbaine, telle que vous l'entendez vous-même, madame Keller, c'est-à-dire une rénovation très large, immobilière et bien entendu humaine, peut se faire dans un tel climat aujourd'hui? Alors, la sécurité est un sujet en soi. Et il faut avoir conscience que les premiers pénalisés par l'insécurité dans un quartier, c'est les habitants. Et vous le savez puisque vous avez travaillé au quartier de Neuhof, que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, et puis dans tout Strasbourg, et que Strasbourg, il y a une dizaine d'années, était connu pour son niveau d'insécurité, et que les faits ont baissé d'environ 30% sur la période, parce que ça a été un sujet de travail prioritaire pour nous. C'est-à-dire qu'on ne connaît plus les chiffres aujourd'hui de voitures brûlées, on ne les communique plus. Non, mais on les connaît localement assez bien. Il n'y a pas que les voitures brûlées, les événements les plus graves, c'est les agressions aux personnes. Le facteur qui conduit les gens à vouloir quitter un quartier, c'est quand la famille ne peut plus laisser son enfant aller tranquillement à l'entraînement de basket ou à la répétition de musique le soir, parce que l'espace public est un lieu qui fait peur. C'est
dans les quartiers, il y en a en France qui sont tenus par les trafics. C'est le problème de Sevran, qu'on retrouve dans les quartiers nord de Marseille. Quand la mafia est très présente, les parents n'ont qu'un souci, c'est de garder les jeunes à la maison pour ne pas souffrir de ces influences. Donc c'est un sujet de travail en soi. La rénovation urbaine, en clarifiant les voiries, en rendant les quartiers plus accessibles, plus transparents, évite ce qu'on a beaucoup connu à Strasbourg, c'est les pièges pour les pompiers. Vous savez, on fait venir les pompiers et après on les coince. Et donc on avait des quartiers où les pompiers refusaient. Dans la conception même de la rénovation, vous intégrez ces idées-là? Absolument. De rendre par exemple, les accès faciles aux pompiers, voire aux policiers. Et des quartiers lisibles, avec des voiries plutôt à double sens, Oui. ce qui limite la vitesse, avec un maillage aussi de voiries qui n'existait pas historiquement, puisque ces quartiers se sont souvent constitués avec de vastes espaces publics, mais pas gérés, bien marqués, là où on circule, et puis ailleurs où on prend l'espace public pour faire Donc d'une un certaine grand manière, parc. j'allais dire, on s'adapte presque aux conditions de violence, non? Non, on ne s'adapte pas. On fait de la belle ville. On n'a pas pu tout faire dans les années 60 et 70. On a construit un peu vite, et ces quartiers ont souvent vu de grands espaces confiés aux bailleurs sociaux et aux propriétaires locaux. Donc, de grands espaces verts, mais protégés, sécurisés, des voitures, des vélos qui vont dans des endroits bien qualifiés, de ce qu'on appelle la résidentialisation, c'est-à-dire au pied des immeubles. On fait respecter les espaces. On ne fait pas tout, n'importe quoi, alors que trop longtemps, par exemple, les voitures avaient accès partout jusqu'au pied des immeubles, ce qui constitue de l'insécurité. Puis un autre sujet, qui sont les trafics. Ça, évidemment, c'est la gangrène des quartiers, les petits boulots qui se trouvent facilement. Donc ça, c'est un travail de police, de BAC, de réseaux spécialisés et qui est indispensable, avec une vraie difficulté, et pour l'avoir vécu, c'est quand vous gênez les réseaux, ils vous servent de la violence urbaine. Donc si vous voulez avoir la paix, il n'y a rien de mieux que de les laisser faire leur trafic. Donc il faut accepter des temps difficiles pour permettre à la police de faire son travail, d'arrêter des têtes de réseau, d'avoir des informations. Et puis il faut travailler aussi avec tous les éducateurs qui ont beaucoup d'informations. Nous, on a démantelé beaucoup de gens qui fabriquaient des cocktails Molotov, qui servaient à faire brûler plein de choses, parce que les éducs ont repéré des stocks d'alcool, des bouteilles, etc. Et donc, il faut travailler avec les professionnels de la sécurité, avec les outils que peuvent être l'aménagement, la vidéosurveillance, avec tous les partenaires, les bailleurs sociaux, les chefs d'établissement scolaires, et avec surtout la prévention qui est très présente et à l'écoute de tout ce qui se passe dans les quartiers. Alors peut-être que Dominique Braille va vous rassurer. J'ai lu quelque part, Monsieur Braille, que dans le secteur de Mantes-la-Jolie, c'est votre secteur, la délinquance de proximité avait, grâce aux missions de rénovation urbaine, baissé de près de 30%. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Non, non. Alors, excusez-moi de vous contredire, elle a baissé de 50%. De 50%. Et alors, comment vous expliquez un tel résultat en la matière? Je vous l'explique. Moi, les élus connaissent très bien tous ces problèmes de délinquance. Ils sont en contact. Deux problèmes majeurs dans ces quartiers. Comme le disait Fabien Koller, les problèmes de trafic. Trafic, c'est économique par appel que l'on connaît. La restructuration urbaine est totalement indispensable parce que de toute façon, comme on dit, on supprime les souricières, on supprime les endroits, tous les endroits où les gens se cachent, où le jeune à qui on donne effectivement 40 € pour la journée pour guetter, etc. Donc on refait, etc. Donc là, manifestement, les jeunes ne sont pas contents et il y a effectivement des réactions un petit peu fortes. Dès qu'on a un problème de réhabilitation et de restructuration, je veux dire, d'un immeuble par un bailleur social, c'est pas le bailleur qui crache, c'est les entreprises qui viennent gêner, effectivement, qui commencent à payer les pots cassés de ces problèmes-là. Ben, comme le disait Fabien Keller, c'est un passage obligé. Deuxième problème dans ces quartiers, que l'on voit aussi quelquefois, c'est aussi le développement de certains communautarismes sur des quartiers excessivement paisibles. Excessivement paisibles parce que quand il y a du communautarisme, il y a de la règle, il y a de la discipline, et on n'en s'en écarte pas comme ça. Mais par contre, les gens veulent étendre leur problème d'influence et veulent donc agir sur les attributions de logement et voudraient en avoir de plus en plus et jouent de façon excessivement forte. Ça, vous le constatez par exemple au Val-Fouré ou dans d'autres secteurs? Non, pas au Val-Fouré, mais dans les Yvelines, je voudrais taire effectivement l'endroit, mais il y a un bailleur social, un des plus importants de la région Île-de-France, qui est en train de déménager tous ses services à la suite de ses gardiens, et son personnel se font agresser parce que de toute façon, on ne cède pas à leur attribution qu'ils voudraient avoir. Voilà des problèmes qu'il faut... Oui, mais là, il faut lutter, c'est le travail de police, c'est le travail d'enquête, c'est le travail, etc. Et surtout le fait de ne pas céder et de ne pas laisser ce communautarisme s'étendre de cette façon-là. C'est des choses que l'on connaît, mais sur lesquelles maintenant, on a ces moyens-là.
À Mantes-la-Jolie, on y est arrivé. Pourquoi on y est arrivé? Parce que premièrement, on s'y est pris peut-être un peu avant les autres. Oui. On a inventé tout ce qui était les médiateurs de rue, les médiateurs de nuit, enfin tous les sortes de Et vous médiateurs. avez mis des moyens considérables. L'école de la aussi. parentalité, Oui. l'école de parentalité, je veux dire, pour apprendre aux parents, je veux dire, qu'élever leurs enfants. Claude Guéant, on a touché un mot tout à l'heure de L'alphabétisation ces- qui est capitale, etc. Comment écoles voulez-vous des qu'un parents. enfant, je veux dire qu'un enfant qui a des mauvaises notes à l'école et qui vient voir ses parents qui ne parlent pas le français, il leur raconte ce qu'ils veulent, les parents ne peuvent pas lire le carnet scolaire. Voilà, je veux dire, c'est toutes ces actions qu'il faut mettre en place et qui sont un travail de fond qui ne peut pas se faire. Ce qu'a fait l'ANRU par, je veux dire, la transformation urbaine des quartiers, était la première étape et est indispensable. Elle s'est fait concomitamment avec la science sur l'humain. Maintenant, je crois beaucoup, comme tout le monde l'a dit et comme Pierre Salnave, Gérard Hamel et le ministre l'ont dit, il faut vraiment mettre le paquet sur l'humain. Pour moi, c'est d'abord la formation et l'emploi, de façon à ce que dans ces quartiers, demain, le problème majeur quand vous parlez à tous les pères et les mères de famille, c'est l'emploi de leurs enfants. Toujours. Alors, Maurice Leroy nous a quittés, le ministre de la Ville. Il présentera au gouvernement de nouvelles propositions en octobre prochain sur l'ensemble de ces dossiers. Mais j'imagine qu'à l'ANRU, Pierre Salnave, eh bien, vous cogitez, vous réfléchissez à ces problèmes. Comment, j'allais dire, transformer l'essai de la rénovation urbaine? Comment passer de l'urbain, de la construction à l'humain qui, à l'évidence, fait partie des préoccupations premières des élus? On en a deux en plateau aujourd'hui. Je crois que d'abord, il faut poursuivre l'effort. C'est vraiment ça l'enseignement d'aujourd'hui. Alors poursuivre l'effort, ça veut dire déjà achever ce qui a été engagé. Oui, bien Tout n'est sûr. pas terminé, bien sûr. Non, c'est loin d'être Loin fini. de là, oui. C'est prometteur. C'est dur et c'est prometteur à la fois. Donc il faut poursuivre l'effort. Ensuite, depuis le début, depuis la naissance de l'ANRU, en fait, l'humain est déjà, l'homme, l'habitant est déjà au cœur du projet. Mais il faut le mettre encore plus. Quelques exemples tout simples. Monsieur Guéant, tout à l'heure, dans son intervention, a parlé de la petite enfance. Mais oui, c'est sûr que c'est sur la petite enfance qu'il faut mettre le paquet. On le fait déjà. Nous faisons de plus en plus d'écoles. On vient de décider de financer des écoles en plus à Sarcelles. On vient de faire des efforts sur les crèches. Il faut continuer. Il faut continuer l'effort d'insertion. C'est évident. Il n'y a pas très longtemps, je visitais le quartier de la Commanderie du côté de Creil. C'est une copropriété dégradée d'ailleurs. Oui. Bon, la première fois que j'y suis allé, j'avais eu un accueil assez frais, presque avec un besoin d'un service d'ordre. Ouais. Aujourd'hui, quand on y va, les mêmes jeunes qui m'avaient accueilli fraîchement, on les voit dans le bleu de l'entreprise qui les emploie pour le chantier. Et ça change tout. Eh bien, en fait, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une vraie dynamique de projet. On veut faire quelque chose de ces quartiers. On se fixe une ambition. La rénovation urbaine, c'est de l'ambition et de la ténacité. Alors, ça a marché, c'est en train de marcher sur le volet urbain. On peut aller encore plus loin sur le volet humain. C'est ce que nous préparons avec les services du ministère de la Ville pour le deuxième programme. Alors évidemment, vous préparez ça avec les services de nombreux ministères, puisque ça couvre des domaines extrêmement variés. Je pense au ministère de l'Éducation nationale qu'évoquait Maurice Leroy tout à l'heure. Mais bien sûr, ça concerne tout le monde. D'ailleurs, vous savez, les enseignants qui sont dans les écoles et les collèges dans les quartiers, la plupart du temps, ce sont les premiers avocats de la politique de la ville. Ce sont les premiers impliqués dans cette action essentielle au service des enfants. Fabienne Keller, un mot, oui, sur Oui, à ce point. sujet, donc, j'ai un peu tourné dans des quartiers de France et je voudrais évoquer la question du travail de mémoire. On ne parle pas aux jeunes des quartiers de ce pays où sont nés leurs parents, leurs grands-parents. On voit souvent d'ailleurs les gens très émus lorsqu'ils voient leur tour ou leurs immeubles s'effondrer à cause de la rénovation. Absolument, parce que c'est leur histoire personnelle, c'est là où leurs propres enfants sont nés, là où ils ont partagé des événements amicaux. Donc c'est un lieu de vie. Alors il est peut-être fatigué, dégradé, mais c'est quand même un lieu où se sont passées des choses. Et donc faire ce travail de mémoire sur le quartier, mais aussi sur le pays que les parents, les grands-parents ont à un moment donné quitté pour venir travailler en France. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, souvent, le père ne travaille plus. Donc c'est la question de la légitimité à être là, qui est parfois ressentie comme quelque chose qui marque une différence dans le regard de l'autre. Et une des facettes de l'identité, Bien de la sûr, personnalité. bien sûr. Donc parlons-en.
parlons de cette histoire commune entre la France et l'Afrique du Nord, entre la France et l'Afrique noire, sans parti pris, comme des historiens, pour que chacun puisse savoir dans quel moment de cette histoire il s'inscrit et qu'il soit à l'aise dans le regard de l'autre. Parce que les tensions entre les quartiers, c'est aussi une des difficultés que les populations des quartiers de rénovation urbaine ont à franchir. On l'évoquait tout à l'heure, une adresse, un nom à consonance étrangère sur un CV, aujourd'hui donne à un jeune à diplôme équivalent 6 fois moins de chances d'être recruté. Et les jeunes des quartiers, ça, ils l'ont complètement intériorisé, ils le savent. Donc, changer le regard sur eux, en parler, mettre des mots, comme peut-être parler de religion. Tu l'évoquais, la question du communautarisme, hein, parlons-en, ou parlons aussi de la place des filles, des libertés qu'offre la République, de la sécurité aussi, qu'elles ont, que leur offre la République, hein, de choisir leur chemin de vie personnelle, leur métier, leurs activités, leur emploi. Pierre Salnave, on arrive à la fin de cette émission, il nous reste quasiment 2 minutes d'émission. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore en France des quartiers oubliés, des quartiers qui sont délaissés par ces grandes politiques et qui passent à côté de grands succès comme le Val-Fouré cher à Dominique Braille? Ce qui est certain, c'est qu'il y a encore pas mal de choses à faire en matière de rénovation urbaine. Il y a des quartiers d'habitat social sur lesquels nous ne sommes pas ou pas assez. Il y a, ça a été longuement évoqué, tout l'habitat privé. C'est un enjeu majeur. On ne peut pas laisser les copropriétés dégradées, on ne peut pas laisser les quartiers anciens dégradés dans leurs difficultés. Y compris le ministre de la Ville. C'est vrai, mais il faut absolument y aller. On a commencé dans le programme de rénovation urbaine, nous avons déjà quelques interventions sur des copropriétés dégradées, j'ai cité la commanderie, nous avons déjà commencé à travailler sur les quartiers anciens. Ce qui est certain, c'est qu'il faut aller plus loin sur ces quartiers-là. Il y a aussi des bidonvilles outre-mer. Donc il y a un certain nombre d'endroits où, de toute évidence, la rénovation urbaine n'est pas encore allée et nous devons y aller. Et donc vous attendez avec impatience les nouvelles propositions de cette fameuse plan de rénovation nationale urbain. Moi, j'ai envie de dire qu'on attend plus qu'une prolongation. Oui. On attend une dynamique renouvelée qui s'appuie sur les résultats déjà tout à fait intéressants et qui peut-être mêle des aspects soft ou humains encore plus aux aspects physiques et qui résout quelques points noirs, points durs identifiés. Un mot de conclusion, Dominique Braille. Un mot de conclusion. Manifestement, tout le monde reconnaît que le travail de l'ANRU est merveilleux. Tout le monde reconnaît que manifestement, il n'a pas pu faire tout et nous réclamons un ANRU 2. Ça serait ridicule de s'arrêter au milieu du gué, alors que manifestement, on reviendrait considérablement en arrière. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, a-t-on imaginé ce qui aurait pu se passer dans notre pays si on avait laissé continuer ces quartiers à se dégrader aujourd'hui? Je n'ose pas l'imaginer. Merci, messieurs, merci, madame, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à Alain Rue qui nous a accueillis cet après-midi ici, porte Maillot, au Palais des Congrès. Merci de votre fidélité à Public Sénat. Tout de suite, la suite de nos programmes.